À la une ce soir. J'ai pensé qu'on allait tous mourir. J'ai cru que mon grand-père était mort. On le voyait plus. Arbres déracinés, toits arrachés, poteaux endommagés. Les dégâts sont considérables dans les Laurentides au lendemain d'une possible tornade. Il y avait plein de vent, il y avait une grosse tempête, puis toutes les arbres il étaient arrachés. Beaucoup en plus, après le pick-up il a cassé. Il y a un arbre qui est tombé dessus. Tout a cassé. Des premiers ministres prêts à défendre l'unité canadienne en cas de référendum au Québec. Nous sommes des Canadiens et Canadiennes, alors nous encourageons les Québécois de nous rejoindre. On serait là pour défendre et promouvoir un Canada uni. Et vive réaction à notre reportage sur la garderie Le Monde des Frémousses de Beauport. Un enfant qui chute au-delà de 10 pieds, c'est catastrophique. C'est pas acceptable, c'est pas pensable même que ça peut arriver. Et les 17h, voici votre Nouveau Info. Bon mercredi tout le monde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la météo s'est déchaînée hier à Harrington, dans les Laurentides. Les dommages sont bien visibles sur le tracé d'une possible tornade. En pleine vacances de la construction, les citoyens et les vacanciers ont eu une bonne frousse. Heureusement, personne n'a été blessé. On va y revenir dans un instant. On va parler d'abord de la rencontre estivale du Conseil de la Fédération qui s'est poursuivie aujourd'hui à Charlottetown avec une conférence de presse de tous les premiers ministres des provinces et des territoires. D'ailleurs, les premiers ministres provinciaux ont livré un plaidoyer en faveur de l'unité canadienne pour faire face aux menaces tarifaires, mais aussi aux menaces référendaires en Alberta et au Québec. C'est le cas notamment des dirigeants du Manitoba et du Nouveau-Brunswick. La santé et la sécurité énergétique en ont aussi fait partie des discussions et les premiers ministres provinciaux demandent également à Ottawa de les consulter pour établir sa stratégie face aux Américains. Tomorrow, premiers will meet with the Prime Minister here. The discussions we had today were about strengthening every province to make Canada stronger. But there's no doubt our conversation with the Prime Minister tomorrow will have a new level of urgency. Salut Victor. Salut Marie-Claude. Bon, les premiers ministres de province qui se disent prêts donc à faire front commun pour le Canada, mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes leviers. Non, on n'a pas tous les mêmes leviers, on n'a pas tous les mêmes intérêts. On attendait les premiers ministres, chacun y aller de leur déclaration. Et clairement, c'est un des enjeux que le premier ministre va avoir, c'est de trouver ce discours commun, justement, dans lequel Mark Carney va avoir l'appui des provinces. On a vu notamment le premier ministre de la Colombie-Britannique défendre sa province au niveau énergétique. Saskatchewan et la potasse, on sait que ça les affecte énormément. Même chose pour le Québec et les contrats d'hydroélectricité. Et l'Alberta et le pétrole. Donc, chacun a ses intérêts. Et là, on essaie de trouver le point en commun. Une chose est claire, cependant, il y a une solidarité à ce moment-ci entre les premiers ministres dans leur volonté d'avoir un discours ferme envers le président américain. Il y a une volonté aussi d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds face aux Américains. Et ça, c'est intéressant quand même pour le premier ministre Carney. D'ailleurs, le premier ministre de la Colombie-Britannique qui disait c'est pas vrai qu'on va laisser les Américains se servir dans nos ressources naturelles, alors que d'un autre côté, on nous menace, on nous fait payer des tarifs. Est-ce que ça, c'est un levier que doit utiliser Mark Carney, qui, lui, va prendre la parole demain? C'est dans les deux ou trois leviers principaux que nous avons comme Canadiens. À ce moment-ci, il faut se le dire, on a les ressources naturelles, on a les terres et minéraux critiques, on a l'énergie qui sont nos trois leviers principaux. Là, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on les utilise. Et il y a une différence entre les premiers ministres des provinces et Mark Carney, c'est que ceux des provinces n'auront pas à s'asseoir en face de Donald Trump. Ils n'ont pas à manipuler Donald Trump dans cette négociation-là. Et rappelons une chose, Donald Trump a besoin d'avoir l'impression qu'il gagne en tout temps. Du côté de Mark Carney, on a étudié sa psychologie et je pense que dans la stratégie, il y a un peu de ça aussi, où est-ce qu'on cherche d'une certaine façon à manipuler le président américain, à penser qu'il gagne alors que c'est le Canada qui gagne. C'est là la complexité de cette position commune qu'on essaie de développer. Pense qu'on est à la veille de voir des vins américains sur nos tablettes? Non, je ne pense pas. À ce moment-ci, Marie-Claude, c'est une question de symbole. Hein. On a pris cette décision-là de justement sortir les vins des tablettes. C'est la seule mesure, d'ailleurs, qui ne respecte pas l'accord de libre-échange dans nos mesures restrictives. Cependant, ça a fait effet de symbole. Et quels que soient les coûts, parce qu'Éric Duhem a raison de dénoncer le fait que c'est de l'alcool qu'on avait déjà acheté, quels que soient les coûts, le symbole est beaucoup trop fort. Et clairement, ça fait un petit peu suer le président américain. Et ça nous fait tous plaisir. Ouais. On a aussi vu Christine Fréchette qui a parlé du référendum. Bon, les premiers ministres qui disent que c'est l'unité
canadienne, c'est l'affaire des premiers ministres des provinces aussi. Est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que les menaces de référendum, c'est au Québec, c'est en Alberta? Non, tout à fait. La première ministre a eu une très bonne réponse en disant « Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de référendum pour vous éviter de vous emmêler finalement. » Et c'est une très bonne chose, mais il y a une chose qui est claire. La prochaine campagne électorale se fera sur ce terrain-là, entre ceux qui ne veulent pas de référendum et ceux qui en veulent un. Il y a déjà 2 cas là-dedans et on verra qui arrive à se démarquer. Mais pour Christine Fréchette, ça reste que c'est une opportunité. Ouais, et là, on glisse vers la campagne provinciale. Il y a un candidat pas mal dérangeant au sein du Parti libéral. Candidat Michel Savard, qui a eu des propos assez inacceptables sur les réseaux sociaux, a parlé en décrivant 2 candidats péquistes de nazis sans envergure. Et là, il invite les gens à débattre avec une batte de baseball. Je vous annonce tout de suite que Michel Savard, selon moi, ne sera pas candidat libéral d'ici l'élection. Il risque d'être expulsé dans les prochaines heures. Si des commentaires comme ça continuent à circuler, c'est parce qu'ultimement, il n'y en a jamais un seul. Donc, ça risque de devenir trop pesant pour les libéraux. Est-ce que c'est le genre de problème que les partis doivent régler rapidement? Il faut régler ça immédiatement parce que, comme je disais, c'est jamais des commentaires qui sont isolés et on ne veut certainement pas des candidats qui viennent nuire à la campagne globale pendant une élection. Merci, Victor. Merci, bonne soirée. À demain. Au revoir. À Québec maintenant, les révélations d'anciennes employées de la garderie Le Monde et Frémousse sur la gestion négligente de l'établissement continuent de faire réagir. Ces allégations ont été faites à la suite du déclenchement d'une enquête par la police de Québec sur une possible chute du 2e étage d'un enfant de 2 ans. Laurence, l'Association des garderies privées de Québec est assez préoccupée, disons. Oui, tout à fait. Dans notre reportage hier, des ex-employés de la garderie alléguaient notamment avoir été témoins de maltraitance d'enfants, que les ratios des groupes n'étaient pas respectés, que parfois les antécédents judiciaires des employés n'étaient pas vérifiés. Alors tout ça, effectivement, ça inquiète l'association. Pour eux, il ne faut pas banaliser ce genre de témoignages-là. Ce sont des allégations graves qui peuvent avoir un impact sur la santé, sur le bien-être des enfants. Par contre, l'association tient à assurer que ce genre de manière de faire est loin d'être la norme chez ses membres. Mais le pire pour l'association, c'est que si la chute de 2 étages de ce bambin de 2 ans venait à être confirmée par la police de Québec, le directeur dit que c'est inconcevable que quelque chose comme ça arrive. C'est pas pardonnable, c'est plus que ça. J'ai jamais pensé que un événement comme ça peut arriver. Et de un, et de deux, qu'on peut banaliser l'événement. C'est très important. C'est que, écoute, un enfant qui chute au-delà de 10 pieds, là, c'est catastrophique. Il y a des gens qui doivent rendre compte, plus que rendre compte. C'est un événement. Écoute, on confie à un service de garde nos enfants. C'est la chose la plus précieuse de notre vie. Clairement, vraiment pas rassurant pour les parents. Laurence, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'enquête que mène la police de Québec? Pas vraiment. Ce qu'on nous dit, c'est que l'enquête est en cours, mais qu'il reste encore beaucoup de témoins à rencontrer. On nous dit que c'est une enquête qui peut prendre du temps parce que ça implique plusieurs partenaires, dont la DPJ, le ministère de la Famille, les procureurs également. La police n'était pas non plus en mesure de nous donner d'informations sur l'état de santé de l'enfant. Et il y a le ministère de la Famille également qui a réagi en disant qu'il surveillait la situation de près et qu'il y a différentes inspections qui ont été faites au courant des derniers jours. Un dossier que tu suis pour nous. Merci, Laurence. Bonne soirée. Avec un regain de la guerre tarifaire, est-ce que l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique pourrait être renouvelé plus vite qu'on pense? C'est ce qu'espère le représentant américain au commerce. Sabrina, il croit que des propositions pourraient être soumises au président Trump d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est peut-être un objectif un peu ambitieux avec ce qu'on a vécu au cours des derniers jours, c'est-à-dire cette nouvelle salve de tarifs qu'a annoncé lundi Donald Trump. Cette menace, devrais-je dire, de tarifs, donc de 50 % envers le Canada. Mais somme toute, devant une commission du Sénat américain, aujourd'hui, Jamieson Greer, il s'est dit confiant que le comité de négociation va être en mesure, en fait, de présenter des options au président Trump, mais également à ses homologues canadiens et mexicains, en vue d'en arriver quand même à un accord intérimaire. Parce qu'on sait depuis le 1er juillet dernier, l'ACUM est venu à échéance, il faut donc la renégocier. Et Jamieson Greer a même ajouté qu'il s'attend aussi à recevoir, en fait, les mesures que vont prendre, en fait, le Canada et aussi le Mexique pour renforcer l'application de toutes les règles, mais aussi de démontrer et améliorer leur engagement envers les États-Unis. Donc, en gros, il dit, qu'est-ce que le Canada, en fait, et le Mexique vont pouvoir
pouvoir apporter aux États-Unis. Il souhaite également que toutes les questions entourant le commerce aussi soient réglées. Par ailleurs, ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'il a dit que les exportateurs américains n'avaient pas à s'inquiéter d'une réplique du Canada relativement à ces tarifs entre 50 % qui ont été annoncés lundi, parce qu'il a dit tout simplement que pour l'instant, le Canada n'allait pas répliquer. Donc, cette déclaration, bien sûr, ça survient 2 jours après cette annonce, mais rien n'a changé dans la stratégie commerciale des États-Unis. Specific authorities this administration is using have changed, but the trade strategy has not. We are committed to continuing to use tariffs and to negotiate deals to support the reindustrialization of our economy, protect American workers, and increase their wages, and shrink our trade deficit. I would love to have between now and the end of the year at least some arrangements, one with Canada, one with Mexico. Et dans un discours qu'il a réalisé en fin de journée en Géorgie, Donald Trump a vanté son bilan économique et il a dit, vous voyez, tout le monde vient s'installer aux États-Unis. Il y a même des entreprises qui partent du Canada pour venir ici aux États-Unis. Et pendant ce temps, Sabrina, la ministre Mélanie Joly, elle, est au Royaume-Uni. Oui, donc la ministre de l'Innovation, bien sûr, qui est là, notamment pour faire rayonner le Canada à l'étranger. Elle continue son travail en ces terres de guerre tarifaire. On l'écoute. On a une stratégie claire qui est qui a 2 objectifs. Le premier, diversifier nos marchés. C'est pour ça que je suis à Londres présentement. C'est pour ça que je suis au Royaume-Uni, pour trouver des occasions d'affaires pour nos entreprises qui sont victimes de la guerre tarifaire. Et deuxièmement, être capable de continuer d'être une destination pour les investissements au Canada. Et maintenant, il y a 2 visions qui s'affrontent, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on doit répliquer finalement aux États-Unis ou pas? Bien, on va le savoir. Merci, Sabrina. Merci. Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people. Le maire de New York souhaite arrêter le premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou est attendu le 8 septembre prochain dans la Grosse Pomme pour la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU. La Cour internationale de justice a émis plusieurs mandats d'arrêt contre lui, notamment pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. On fait le point tout de suite avec Maître Philippe Larochelle, avocat en droit international. Bonjour, Maître Larochelle. Bonjour, madame. Alors, est-ce que M. Mamdani, qui souhaite arrêter Benjamin Netanyahou, pourrait effectivement le faire ou pas du tout? Il peut essayer de le faire, mais j'imagine que M. Netanyahou va bénéficier d'une immunité et il doit s'être informé auprès des autorités américaines sur le fait que ces dernières ne vont pas laisser faire l'arrestation, même si le maire de New York souhaite le faire. Donc, la possibilité que ça arrive est quand même très faible, à mon avis. Pourquoi ce serait difficile? Est-ce que c'est parce que les États-Unis ne reconnaissent pas pleinement la Cour pénale internationale, comme on n'a pas signé les accords de Rome? Non seulement les États-Unis ne reconnaissent pas pleinement la Cour pénale internationale, mais ils sont en train directement de l'attaquer. Donc, il y a des sanctions contre la Cour pénale internationale, il y a des sanctions qui visent tous les gens qui ont été impliqués dans l'émission des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou sont visés par des sanctions de la Cour pénale internationale, que ce soit les procureurs ou les juges. Donc, on peut très bien imaginer qu'ils ne vont pas non plus faciliter le respect de ces mandats d'arrêt internationaux sur leur territoire, ça c'est certain. Donc, dans ce cas-ci, on peut se poser à quoi ça sert ces mandats-là, à ce moment-là, de la Cour pénale internationale? Quel rôle a-t-elle à jouer et est-ce que c'est appliqué finalement? Bien, c'est appliqué, mais malheureusement pas partout. Donc, les États qui ont ratifié le statut de Rome, les États membres de la Cour pénale internationale, en théorie, doivent respecter les mandats d'arrêt qui sont émis par la Cour pénale internationale. Donc, s'ils venaient au Canada, peut-être que la question serait différente parce que nous, on respecte et on supporte la Cour pénale internationale, tout comme la France, la Belgique et 124 pays en réalité aujourd'hui qui respectent ça. Donc, il y a quand même... Les déplacements de M. Netanyahou sont limités et on peut s'assurer qu'il y a beaucoup de pays où il ne pourrait pas aller. Mais les États-Unis ne font pas partie de ceux-là, malheureusement. En 2025, Mark Carney avait dit que si M. Netanyahou venait au Canada, il le ferait arrêter. Alors, est-ce que là, il y aurait plus de chances que ça fonctionne? Ben oui.
Si Mark Carney le dit, donc ça veut dire qu'il reconnaît l'autorité de la Cour pénale internationale. Donc, il a déclaré à l'avance que le Canada et ses forces de l'ordre arrêteraient M. Netanyahou si jamais il venait sur les territoires canadiens. Vous voyez qu'un déplacement au Canada ne fait pas partie du programme de M. Netanyahou pour ses voyages. Très intéressant. Merci beaucoup, Maître Philippe Larochelle. Avec plaisir. À la prochaine. À bientôt. Et on vous présente maintenant l'histoire d'une survivante. Cynthia a passé 10 ans dans les rues de Montréal. Elle a fait plusieurs surdoses. Aujourd'hui, à 36 ans, elle a réussi à se sortir de l'enfer du fentanyl. Elle souhaite maintenant lancer un message d'espoir à toutes les personnes en situation d'itinérance et elle s'est confiée à ma collègue Véronique Dubé. Tu es entrée en contact avec moi après avoir vu un reportage sur la rue Notre-Dame. Toi, tu as déjà été sur la rue Notre-Dame. Oui. Oui, j'ai fait plusieurs spots là, à Montréal. Tu as été 10 ans dans la rue. Oui. Tu as subi beaucoup de préjugés parce que, entre autres, tu étais en dessous du pont Jean-Cartier. Les gens nous appelaient les zombies. Il y a des gens qui venaient avec leur téléphone pour nous intimider puis dire « Regardez, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. » Méchanceté gratuite, là, je te dirais. Peut-être que j'avais 23 ans quand j'ai commencé à consommer du fentanyl. Je voyais les gens consommer ça, j'ai dit jamais je vais toucher à ça, mais finalement, je suis tombée là-dedans. C'est très, très puissant. Une fois que tu essaies, tu as le bon feeling de la vie, mais sans savoir qu'en rentrant là-dedans, que tu étais pour donner la main au diable. Tu te déconnectes complètement, tu n'as plus d'émotions, puis tu sais, dans la rue, c'est tellement difficile que, justement, on se sent bien là-dessus. Il faut vraiment pas toucher à ce marde-là. Là. Ça m'a pris tellement d'années à essayer de lâcher cette drogue-là. J'ai joué avec ma vie, carrément. Carrément, ça me coûtait 20 $ pour mourir. 22 fois? 22 fois. Ça veut dire 2 surdoses par année. Oui. Est-ce que tu as eu un déclic? J'ai été déclarée morte pendant 28 secondes. Fait que j'ai resté à l'hôpital pendant un bon 2 mois. Là. Puis à ce moment-là, j'ai pu faire mon sevrage à l'hôpital. Puis là, j'étais rendue somme, fait que j'étais contente. J'ai dit aïe aïe. Puis là, j'ai recommencé à avoir des émotions. Je recommençais à sentir que j'étais vivante. Puis c'est là que j'ai eu le déclic. Aïe aïe. Là, ça va faire 1 an et demi que je suis somme de fentanyl. Que ce soit injection, que ce soit la fumée, crystal meth, tout ce qui est grosse drogue, en fait, je consomme plus. On n'est pas là vraiment par choix. C'est pas un choix qu'on a décidé de faire. On a vécu des affaires terribles, puis c'est... Il est là le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait plus de monde pour écouter. S'ils prendraient 5 minutes avant de juger ces gens-là, de prendre 5 minutes, aller s'asseoir, aller parler avec eux autres, ils vont voir que c'est pas juste un itinérant. Nous, on peut lever la main pour avoir de l'aide. On le fait souvent. C'est juste qu'on se fait pas entendre. Je pense que oui, il faut plus de gens dans la rue. Il faut... De spécialistes, tu veux dire? Oui. Ah, mais les médecins... Quand on sent qu'il y a de l'aide, on est prêt quand même à vouloir s'aider. C'est rendu qu'on ferme les yeux sur qu'est-ce qu'on voit. Moi, je trouve pas ça normal, non. Puis j'ai pas trouvé ça normal quand j'étais dans la rue. J'aurais aimé ça me faire aider. J'aurais aimé ça que quelqu'un vienne me voir puis qu'il m'aide avant que ça aille trop loin puis que je veuille me tuer puis que j'écoute, je voulais vraiment mourir. Il y a quand même de l'espoir. Mais il faut vraiment que tu veuilles. Moi, écoute, ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui, je suis là. On vous a parlé en début de bulletin d'une possible tornade qui aurait frappé hier les Laurentides, plus précisément la municipalité de Harrington. Notre équipe s'est rendue sur le terrain. On retrouve donc tout de suite Lily Mercure. Alors, Lily, les Laurentides, c'est populaire. On est en pleine période des vacances de la construction. Les gens ont eu une bonne frousse et pour cause, parce que les dommages sont assez impressionnants. Oui, il y avait beaucoup de terrain, beaucoup de dégâts sur le terrain. Ça, je peux le dire, c'était pas rare de voir des arbres sur la route. Et donc, il y a eu une possible tornade à Harrington. Possible parce que ça doit être confirmé par Environnement Canada, d'après les dégâts, d'après aussi les images satellites. Donc, beaucoup de dégâts sur le terrain. Voici ce que ça donne.
Sur le chemin de la Rivière-Rouge à Harrington, une possible tornade semble avoir presque tout ramassé sur son passage dans un boisé, comme en témoignent ces nombreux arbres arrachés. Le ciel était très, très, très foncé. À un moment donné, il y a eu comme un trou dans les nuages, comme un effet d'hélicoptère. Le vent était plus vers le bas. Les arbres ne bougeaient pas, mais là, il y a quelque chose qui se passe pas loin. Là. Finalement, sauf la forêt, évidemment, les arbres, mais il n'y a pas eu de blessés, donc chanceux. Plusieurs terrains du chemin de Harrington semblent avoir été la cible de Mère Nature hier en fin d'après-midi. On peut y voir un cabanon qui a été emporté par le vent et de nombreux arbres arrachés. Ah, ben là, c'est parce que le monde a tout paniqué. Hein? Oui. Écoute, quand tu vois ça arriver, il y a du monde qui va partir le papier à couverture. Il faudra toutefois attendre l'évaluation d'Environnement Canada pour confirmer le passage d'une tornade. Des équipes d'Hydro-Québec étaient toujours sur place mercredi pour rétablir le courant. Mais généralement, on ne peut pas confirmer sans voir les dommages, sans qu'il y ait une analyse approfondie, si c'est une tornade ou non. Mais là, c'était tellement évident au radar. On voyait vraiment là, la vélocité, donc un ingrédient, une mesure qui permet de voir la rotation dans les nuages. C'était très évident sur le radar. Et en plus de ça, avec certains produits radar, on pouvait même voir une certaine boule de débris circuler autour de la tornade au radar. Donc, ça témoigne quand même d'une forte tornade. Le tiers des quelques 1000 résidences de Harrington ont été privées d'électricité au plus fort des rafales de vent hier. On sait quand même que sur nos 80 km de chemin municipal, qu'on a 66 % de nos chemins affectés. Affectés comment? Mais pas détruits. C'est juste des arbres qui ont tombé. Des arbres matures qui ont pris aussi des lignes téléphoniques, des lignes Hydro-Québec, lignes Internet. Dans la municipalité voisine, à Grenville-sur-la-Rouge, les résidents touchés par les conditions météo étaient invités à faire le plein café et Wi-Fi dans ce marché. Les gens, on dirait, sont comme préparés dans un milieu où ils sont très... tout le monde a une génératrice barbecue, tout le monde... Fait que je les ai trouvés, parce qu'on a quand même une communauté qui est quand même assez vieillissante. Puis je les ai trouvés vraiment forts, puis tout le monde se soutenait. Si la tornade est confirmée par Environnement Canada, ça serait la 4e fois que ce type d'événement météo survient cet été. À Harrington, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Parlons hockey maintenant. Le Rocket de Laval va jouer un match au Centre Bell pour souligner son 10e anniversaire. Le club école des Canadiens de Montréal va y affronter les Wranglers de Calgary le 22 novembre prochain. Une lettre rédigée par un passager du Titanic sera bientôt mise aux enchères. On estime qu'elle pourrait être vendue au moins 50 000 $. La missive datée du 10 avril 1912 par Henry Hodge raconte à son ami Hector qu'il passe un bon moment sur le paquebot, en plus de le décrire l'ambiance, quelques jours seulement avant l'impact tragique avec un iceberg. Et à 22 h, on va revenir finalement sur le conseil de la Fédération avec un expert. À tantôt tout le monde.